Bien, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans ce colloque du dernier trimestre de l'année. Après Octobre Rose, on enchaîne avec l'endocrinologie et le traitement avec les agonistes GLP-1A. La réalité, le professeur Pralon, que vous connaissez tous, aura le plaisir de nous parler de ce qu'on fait une fois que les gens ont perdu du poids. Sans transition, je vous annonce le colloque de mercredi prochain. Ça sera le professeur Sen qui viendra de Lausanne nous parler de l'impact écologique sur le système de santé. Alors, merci François et à tout à l'heure pour les questions. Ok, merci beaucoup Francis pour l'invitation. Bonjour. Euh, Francis m'avait dit qu'il voulait pas de théorie, donc j'en ferai vraiment un minimum. J'essaye en tout cas. Euh, L'idée, c'est de faire en 3 temps. Je vais quand même vous rappeler trois points importants dans la manipulation au quotidien des agonistes du GLP-1. Puis après, j'ai sorti toute une série de patients qui illustrent ces 3 points, parfois de manière un peu rocambolesque, parfois de manière un petit peu surprenante, parce que c'est ça qu'on vit au quotidien. Là, je salue la présence de Sophie Desfélis et Fanny Muleyman, qui sont deux des diététiciennes qui suivent ces patients au quotidien avec moi, et puis qui qui reconnaîtront nos patients dans ce que je vais vous montrer. Puis je terminerai quand même avec un tout petit point qui me tient à cœur sur la place des GLP-1 par rapport à la chirurgie, parce que je crois qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on fait dans cette maladie maintenant qu'on a de plus en plus d'options thérapeutiques. Mais ça sera court, je te promets, Francis. Alors, premier petit rappel, ça c'est un résumé des 4 études qui avaient posé le principe du traitement et les résultats des traitements avec le sémaglutide, donc le Wegovy. Les études STEP 1, 2, 3, 4. Alors, un point qui n'était pas le point que je voulais faire principal, mais la STEP 2, qui est ici, c'est la seule des 4 qui a été faite chez des patients diabétiques. Et ce qu'on voit, et c'est quelque chose qui est assez important à se souvenir, c'est que les pertes de poids moyennes chez les patients diabétiques, qui sont à peu près moins 9,6%, donc à peu près 10% de perte de poids par rapport au poids de départ, sont clairement inférieures aux pertes de poids qu'on obtient chez les patients qui sont en obésité sans avoir de diabète. D'accord? Donc ça marche moins bien dans le diabète. C'est vrai pour le Wegovy, c'est vrai pour le Mounjaro, le tirzépatide. Et puis sinon, c'est des pertes de poids de 16-17% en moyenne au maximum. Euh, Ce qu'on voit aussi là, mais j'y reviendrai, c'est des patients qui sont qu'en obésité. La STEP 3, c'est important parce que c'est celle qui a pour la première fois montré l'importance d'avoir une prise en charge multimodale avec conseil diététique et préparation psychologique visée sur le trouble du comportement alimentaire. Et on voit qu'on est un peu meilleur dans les pertes de poids. Là, il y a un des points que je veux faire qui est important. C'est la manière de montrer, je ne sais pas si tu vois là, la manière de montrer les pertes de poids, c'est par quartile ou quintile, parce que ces pertes de poids, elles sont vraiment, la réponse est très individuelle. À gauche, ici, on a l'étude du New England sur le tirzépatide, donc le Mounjaro. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est les patients qui ont perdu plus de 5%, plus de 10%, jusqu'à plus de 25% de leur poids. Même chose pour le sémaglutide ici, plus de 5%, plus de 10%, jusqu'à plus de 20%. Et on regarde quelle est la proportion de patients sous la plus haute dose possible de Mounjaro ou de Wegovy qui perdent plus que 10% de poids. C'est 90% des patients, par exemple, pour le tirzépatide. Et avec le tirzépatide, il y a quand même encore pas loin de 40% de patients qui perdent plus d'un quart de leur poids. C'est comme ça qu'il faut lire ça. Alors, la chose importante qu'il faut dire aux patients, c'est qu'on ne sait pas à l'avance. Est-ce qu'ils vont perdre
10, 20, 15% de leur poids. Ça, c'est vraiment l'utilisation du médicament qui va nous dire. Mais la chose la plus importante, qu'ils entendent jamais, c'est que, je vous rappelle, la limite de significativité de la perte de poids pour que le remboursement se poursuive, c'est 10% à 10 mois. Avec le tirzépatide, il y a 10% de patients qui n'atteignent pas cette perte de poids, qui sont ici à gauche. Avec le Wegovy, c'est 20% de patients qui n'atteignent pas cette perte de poids. Donc, on commence, on regarde et on doit arrêter parce que ça ne marche pas. Et c'est pas rare, c'est 15-20% de patients, une bonne quinzaine de pourcents de patients, tous patients confondus. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, c'est les effets secondaires. Alors ça, c'est une méta-analyse des effets secondaires du sémaglutide, qui sont des effets secondaires essentiellement digestifs. Et c'est une méta-analyse qui est un peu biaisée parce que les 4 études qui sont dans la méta-analyse, c'est les 4 études, où est-ce qu'il est mon pointeur? Il va arriver. C'est les 4 études STEP 1, 2, 3, 4 qu'on vient de voir. Il n'y a pas beaucoup d'études, hein. Alors, il y en a peut-être qui sont sorties cette année, je n'ai pas regardé sur les 6 derniers mois, je fais amende honorable. Mais en gros, on n'a pas beaucoup d'études bien faites sur les effets de ces traitements. Et pour les effets secondaires, ils ont pris les 4 études STEP, et puis ils tombent sur, toutes études confondues, à peu près 6% d'arrêt en raison des effets secondaires indésirables, insupportables, intolérables, qui sont surtout digestifs, nausées, reflux, vomissements, diarrhée, constipation. Il y a de temps en temps, mais avec le Wegovy, on a beaucoup moins de pancréatite. La question de la pancréatite, on va l'aborder brièvement avec une des patientes. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est qu'on n'est pas sûr qu'ils vont tolérer le traitement quand on commence. Le troisième point, c'est la durabilité de la réponse. Ça, c'est ce à quoi faisait allusion Francis. Ils ont perdu du poids. Et après, ça, c'est avec le sémaglutide à gauche, l'étude STEP 4, qui était une des études que je vous ai déjà montrées sur la maintenance une fois qu'on arrête le traitement. Et puis ça, c'est une étude sur le long terme avec le tirzépatide. On arrête le traitement ici à 36 semaines, ici à 20 semaines. La reprise de poids, c'est quasi la règle. 70% de patients avec l'un ou l'autre reprennent du poids à l'arrêt du traitement. Donc en fait, c'est le troisième point, hein. Donc il y avait le fait qu'on ne répond pas toujours, qu'on ne le tolère pas toujours, et que la durabilité, elle n'est pas acquise, hein. On a une réflexion un peu polluée en Suisse parce qu'on a la chance, je pense quand même que c'est une chance d'avoir du remboursement sur une durée limitée à 3 ans au maximum. Mais après ces 3 ans, toutes les recommandations internationales disent quand on démarre un traitement de GLP-1 pour l'obésité, il faut dire aux patients que ce sera longtemps, ce sera à vie. Et pour l'instant, ce n'est pas comme ça que c'est remboursé. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi leur dire qu'ils oublient toujours. On en reparle 2 ans plus tard. Ah ouais, vous ne m'aviez pas dit. Si, je pense que vous avez dit. Je ne suis pas infaillible, mais c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de dire aux gens. Mais ils oublient. Puis après, c'est très compliqué de sortir du traitement quand on ne peut pas se l'offrir ou quand on est jeune. Un patient de 30 ans n'a pas envie de se traiter pendant forcément 107 ans. Donc ça, c'est un petit peu les 3 points que je voulais rappeler avant de commencer cette série de patients qui, j'espère, vous intéressera. Puis n'hésitez pas à poser des questions. Alors ça, c'est une dame que je connais depuis assez longtemps, pratiquement depuis que je suis arrivé à la Tour, qui avait pris du poids dans un contexte un peu classique de tentatives de FIV qui ont marché d'ailleurs. Elle a eu 3 petits avec ses FIV, mais le prix à payer, ça a été ça, hein. Elle s'est retrouvée avec un IMC très élevé, avec 48 d'IMC. Et puis, alors elle, je l'ai mise en premier parce que c'est un peu l'histoire des agonistes. Elle a eu son premier traitement de Saxenda en 2018. Donc, elle se l'est offerte. Il n'y avait pas de remboursement discutable à cette époque. Elle a payé le Saxenda et avec une perte, elle passe de 130 à 110 kilos en combien de temps? Un peu plus d'1 an.
perte de 20 kilos, 15% du poids de départ. Pour le Saxenda, c'était plutôt bien. La moyenne, je ne vais pas montrer, c'était 11%. 15%, c'était plutôt quelqu'un qui avait pas mal répondu, elle s'était donnée dans l'activité physique. Et puis, ben, elle l'arrête, toute contente. À l'époque, j'étais largement pas aussi attentif que ça à l'arrêt du traitement. Et évidemment, elle reprend tout son poids, elle revient me voir et on décide de redémarrer un traitement de Saxenda une année plus tard. Et elle fait une pancréatite. Alors les pancréatites, on les voyait assez souvent sous Saxenda. J'en ai eu quelques-unes. Il y en a beaucoup moins sous Wegovy. On disait que c'était le risque de 1 à 3% sous Saxenda, qu'on est à quelques pour mille sous Wegovy, et que avec le Mounjaro, c'est un risque théorique. J'ai eu un patient qui en a une, mais que c'est vraiment très très rare. Euh, Elle, sous Saxenda, elle fait une pancréatite. J'ai jamais vu de description ni entendu, jamais lu de description ni entendu qu'on avait fait une pancréatite sévère, nécrosante sous un de ces GLP-1. Mais je pense que, comme toujours, tout est possible. Ça arrivera un jour, mais pour l'instant, c'est des pancréatites chimiques qui font très mal. Une seule fois, j'ai dû hospitaliser un patient, et puis il est bien allé après. Il n'a pas fait d'insuffisance pancréatique du tout. Donc, elle fait sa pancréatite, on arrête. Je la revois un petit peu. Elle est toujours, hein, au tout début de la prise en charge, elle était à 130 kg, elle est à 138 kg. Et on est 3-4 ans plus tard et 2 tentatives de traitement plus tard. Ça illustre bien le côté récidivant de cette maladie. Maladie chronique complexe multifactorielle récidivante. C'est quand même pas simple de prendre en charge ces patients, même avec ces nouveaux agonistes. C'est un peu un des messages. Et puis, ça c'est assez joli parce que c'est une histoire compliquée qui finit très bien. Décision de lui donner le Mounjaro. Cette décision de redonner, alors c'est pas exactement un agoniste du GLP-1, mais de lui redonner un agoniste de cette famille élargie, alors qu'elle a eu une pancréatite, elle n'est pas simple. Je l'ai faite de temps en temps. De temps en temps, je discute avec un ou deux collègues. Les recommandations ne sont pas claires. Il y a même récemment eu une méta-analyse sur comment gérer le risque de pancréatite après un traitement de GLP-1 et chez quelqu'un qui aurait toujours besoin de traitement. C'est vraiment une analyse au cas par cas. En l'occurrence, elle avait aussi fait une cholécystite, elle n'avait plus de vésicule. On s'est dit Mounjaro, médicament très sûr, on commence, elle est au courant des risques, elle sait ce que c'est une pancréatite, elle appellera dès qu'elle a le moindre soupçon qu'elle a un problème, et go. Et en fait, ça s'est super bien passé. Elle a perdu 45 kilos à ce jour. Elle a recommencé il y a à peu près une année. Elle est à 32% de poids perdu, donc c'est une super bonne répondeuse. Elle répondait déjà plutôt pas mal au Saxenda et elle répond plutôt comme moins de 10% des patients aux tirzépatide, au Mounjaro. La vraie question par rapport au Mounjaro, c'est pas tellement la dose. À un moment donné, oui, on baisse la dose parce que la dose la plus basse, ça reste probablement la meilleure. Je pense pas qu'on est dans une période de stabilité encore, hein. Elle avait perdu beaucoup entre 6 mois et 10 mois. Donc, quand elle sera stable, je lèverai le pied, si elle est d'accord. Donc après, c'est des tentatives en lui demandant de faire chaque fois 2-3 mois, 2-3 semaines la même dose, qu'elle se pèse. Si elle bouge, elle sait qu'elle doit remonter un peu. Puis après, on sait qu'elle reprendra du poids. Elle, je pense qu'elle reprendra du poids. Elle a repris 2 fois du poids. Donc voilà. Ah, ça, c'est une patiente assez spectaculaire. Là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est très compliqué. C'est une dame qui est aussi dans les obésités quand même assez sévères, avec un IMC à 45, qui démarre un traitement de Saxenda il y a 2 ans et qui, assez rapidement, quelques mois après, elle fait une cholécystite. À l'époque, elle avait les tests hépatiques perturbés, mais personne n'a tellement tiqué, ni moi, ni le chirurgien, ni son médecin traitant, qu'elle fait une cholécystite, elle a les tests hépatiques perturbés. Elle revient me voir un petit peu après, en juillet, et elle me demande le Wegovy. Puis je dis OK, on démarre le Wegovy, on fait le contrôle à 4 mois, 97 kg au démarrage, 97 kg à 16 semaines, non répondeuse. Un peu déçu, on la comprend, quand c'est comme ça, c'est toujours compliqué. Et je vais vous montrer un autre patient qui illustre cette complication. Et elle décide, donc je la vois le 22 novembre, 3 jours après, elle me rappelle en me disant c'est bon, je me paye le Mounjaro. Ok, go Mounjaro.
ça peut marcher. C'est pas une c'est pas une certitude. Sur le papier, le Mounjaro, il est 1,5 fois, 2 fois plus puissant. Mais franchement, j'ai pas mal de patients qui sont passés Wegovy Mounjaro. Des fois, c'est génial, ça marche vraiment mieux et des fois, ça marche juste pas du tout. Donc de nouveau là, il faut vraiment jamais rien promettre. On essaye puis on regarde. Elle démarre, toujours à 97 kilos. Je la revois 6 mois plus tard. Elle a été suivie un peu par son médecin traitant entre-temps, 2,5 kg. Donc c'est une non-réponse pour moi. Mais surtout, elle a de nouveau une perturbation des tests hépatiques. Donc là, pour moi, c'était assez clair. Je la revois, je vais lui dire, on arrête tout ça. Que je mets là, je considère la perte de poids futile, mais la dame commence à m'expliquer que pas du tout, ça fonctionne, elle se sent tellement mieux, elle a gagné 3 crans de ceinture. Ça, c'est nos passions, hein. Ça, c'est, je vois Fanny qui rigole. Et le chiffre devient complètement oblitéré parce qu'ils se sentent peut-être bien, hein, mieux. Moi, je suis pas là pour dire qu'ils se sentent pas mieux. Mais il n'empêche qu'elle a ses tests hépatiques qui sont remontés et puis qu'elle le paye. Si à la limite, si quelqu'un comme ça le tolère super bien et veut le poursuivre, pourquoi pas, mais j'insiste sur le fait que je pense vraiment que c'est futile. Elle insistait tellement que j'appelle sa médecin traitante pendant qu'elle était là et puis on discute tous les trois et la médecin traitante me dit: «OK, moi je suis d'accord par rapport aux tests hépatiques de la suivre tous les mois». Et puis on regarde un petit peu si elle se stabilise à 150, on peut essayer 2 3 mois, OK. Faut voir l'insistance, hein, de la patiente. Et puis si ça marche, je vous la renvoie. Elle devait me la renvoyer si ça marchait, j'ai jamais revu la patiente, hein. Je pense que ça a juste pas marché. Moi j'avais dit: «On dira que ça marche si vous perdez 10 kilos». Me basant un peu sur les critères retenus par les caisses maladies qui sont pas des critères qui sortent n'importe où. Donc ça, c'est la patiente non répondeuse qui ne le tolère pas d'un point de vue biochimique et qui insiste pour continuer. C'est ce à quoi on est confronté pratiquement quotidiennement, hein, ce genre de patient. Ah oui, ça c'était un exemple assez intéressant d'intolérance. Donc c'est une plus jeune femme qui a une obésité de stade 2, qui démarre Wegovy au début de cette année. Donc elle démarre en avril, 2 mois et demi plus tard, quand elle arrive à les doses, c'est 0,25, 0,5, 1, 1,7. 3 mois et demi plus tard, elle passe à 1,7 et ça se passe mal. Souvent, c'est au palier que tout à coup ils se sentent moins bien. Et puis, quand ça va aller à l'augmentation de la dose, ils ont mal au ventre, ils ont des diarrhées, ils vomissent, et puis ça passe. Et puis la deuxième injection de la même dose, c'est OK. Et puis finalement, ça passe comme ça. Donc elle, c'était vraiment des vomissements incoercibles. Elle appelle, elle reçoit les conseils diététiques, à savoir alléger la prise alimentaire, enfin tout ce qu'on peut conseiller dans ce genre de situation. Je sais que vous voyez arriver certains de mes patients aux urgences dans des états parfois décrits comme assez cataclysmiques d'un point de vue digestif. Le Wegovy fait très mauvais ménage, il me semble, avec des gastroentérites virales banales. Et ça fait vraiment des trucs qui, des fois, débarquent aux urgences et puis il faut s'en occuper un peu. Bref, elle fait ça. 3 jours après, elle rappelle. Toujours fatiguée, elle continue à vomir. Elle tombe sur l'infirmière qui lui dit: «Il faut arrêter le traitement». Elle devait s'injecter, je crois, ce jour-là, refuse d'arrêter le traitement, alors qu'elle est ultra mal. OK, on baisse la posologie, vous vous injectez la dose précédente. OK, mais à propos, je ne suis pas allé bosser depuis 2 jours, donc je donne un certif. Donc ça me met toujours, un, dans l'embarras, puis deux, un petit peu agacé quand même. Parce que si vous êtes tellement mal que vous ne pouvez pas aller bosser, dites-le avant, dites-le pas après. Parce que j'en vois pas des certifs comme ça d'arrêt de travail sans voir les patients. Donc là, c'est juste trop tard. Je le fais juste pas. Ils le savent, mes patients, je suis assez inflexible. Mais toujours est-il qu'elle était suffisamment mal pour pas aller bosser, mais qu'elle s'est injecté la dose précédente. Ça, c'est ce à quoi on est confronté quand on essaye de gérer les effets indésirables chez quelqu'un qui peut-être répond au traitement, ce que vous allez voir. 3 jours plus tard, elle m'appelle. J'étais pas là le jour où elle avait appelé l'infirmière là. 3 jours après, non, c'est moi qui la rappelle. Je rentre et je la rappelle pour savoir ce qui se passe. Elle me dit: «Ouais, je suis redescendu d'une dose, mais je suis toujours archi mal». Je lui dis: «Maintenant, on arrête ces histoires, stop.
vous ne tolérez pas ce traitement, on arrête. Une semaine après, elle appelle une des diététiciennes. Elle a bien entendu ce que je lui ai dit, mais elle veut absolument reprendre. OK, reprenez à 0,25, 0,25, 0,5, 1, ça avait l'air d'avoir à peu près marché. On vous donne une deuxième chance, vous vous accrochez. Et je la revois pour son contrôle prévu, standard, 4 mois après le début du traitement, où elle a perdu. Alors, elle a perdu 7 kilos. Considérant son degré d'obésité de départ, elle aurait dû perdre 7% du poids pour que le remboursement continue. Elle n'a pas perdu ça, mais elle n'a pas non plus augmenté les doses. Elle n'a pas compris que je lui avais dit 0,25, puis vous montez à 0,5. Et moi, je ne suis pas sûr qu'elle répond, parce que avec tout ce qu'elle a été malade, elle a peut-être juste perdu 4-5 kilos parce qu'elle ne tolérait pas le traitement. Donc, il y a un petit doute sur est-ce qu'elle répond. Il y a clairement le fait qu'elle n'ait pas une dose a priori efficace. Et là, j'ai fait un truc que je fais de temps en temps. En général, quand je suis à 1 ou 2 kilos de la limite, si le traitement se passe super bien et puis que je me dis: «Ouais, là, on me donne encore une chance, je peux tricher sur 1 ou 2 kilos pour avoir la limite de remboursement puis donner encore 6 mois de traitement». Et là, je l'ai fait parce que je me suis dit: «OK, il y a eu un grand malentendu, maintenant elle tolère bien son traitement, elle n'a pas monté les doses, donnons-lui une chance de monter les doses et de voir ce qui se passe vraiment en lui disant: "Maintenant, vous faites 0,5, 1 maximum"». Donc ça, c'est une gestion qu'on a assez souvent, ce genre de truc, et qui me fait vous dire une nouvelle chose qu'on a un peu abordée avec Francis, c'est que la bonne dose, c'est la dose tolérée qui fait perdre du poids. Et il n'y a pas d'absolue nécessité de monter les doses. J'ai vu 2 patientes coup sur coup qui ont été prises en charge par leur médecin traitant et qui m'ont dit: «Appliquez le protocole». Ils sont montés jusqu'à 2,4. Les 2 ont perdu 50% de leur poids. Se sont retrouvées en insuffisance pondérale en moins de 6 mois. Et elles étaient pas bien, hein. Et donc là, c'était des patientes malheureusement, heureusement très sensibles, mais malheureusement très tolérantes. Aucun effet secondaire digestif, tout allait bien, sauf que, ne pouvaient plus manger. Ils ont développé une anorexie quelque part. Elles se sont retrouvées en insuffisance pondérale, les 2. Une avait ce truc avec il y a un nerf là qui s'appelle je ne sais plus comment. On voit ça chez les patients qui sont cachectiques. Ouais, merci. Elle a fait une parésie du sciatique poplité externe, elle avait le pied tombant. Mais c'est comme ça qu'elle est arrivée chez moi en fait. Et ça, c'est parce que il faut bien réaliser qu'il faut individualiser le traitement. Il n'y a pas une recette tout, on monte les doses et puis on continue. Donc on verra elle, je ne l'ai pas revue. J'ai dit: «OK, go, re-6 mois». J'ai plus entendu parler d'elle. À mon avis, elle monte tout doucement et on ne sait pas, peut-être que ça va très bien marcher, hein, au final. Mais c'est un départ très chaotique. Ah tadam! Je sais plus ce qu'elle avait elle. Ah oui, ça c'est une dame qui avait bien répondu au traitement. Démarrer avec du Saxenda, j'en ai de plus en plus là qui ont eu pas mal de Saxenda, qui ont suivi avec le Wegovy au moment où le Saxenda a été remplacé par le Wegovy, avec un poids de départ 90 kg, une obésité plutôt très modérée, perte de 80 kg, perte de 10 kg sous Saxenda, reperte de 10 kg avec le Wegovy, voire un tout petit peu plus, et une perte de poids totale 23%. Et elle se stabilise là. Donc ça, c'est vraiment, en fait, je vous montre plein de trucs qui sont compliqués, mais ça, c'est 70% des patients. C'est pour ça que c'est des vrais succès planétaires, ces traitements. C'est quand même 70% des patients vont avoir un parcours comme celui-ci, sans problème, sans histoire. Sauf que, elle m'écrit, je fais beaucoup par mail. Je fais beaucoup de mails. Là, je vous ai juste copié-collé le mail. Très poli, très gentil. Je me permets de vous écrire. Je suis sous traitement depuis 2 ans et elle a des variations de transit et des douleurs qui commencent à l'inquiéter. Et je me dis, mais c'est quelqu'un qui connaît son traitement, ça fait 2 ans, on s'est vu 3-4 fois. Qu'est-ce qu'elle me dit là? Elle me parle de cailloux dans les intestins, avec une douleur qu'elle évalue à 8 sur 10.
Et puis difficile à évacuer, je traduis ça par constipation. Puis après, elle a des diarrhées. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Enfin, un des trucs que j'ai appris à force de suivre ces patients, c'est qu'un problème, en tout cas digestif, mais presque quelconque sous Wegovy, jusqu'à preuve du contraire, c'est semaglutide. C'est assez bizarre ce que ça peut induire comme sensation étonnante chez les patients. Toujours est-il que je me dis, bon, ben ça, à mon avis, elle est peut-être un petit peu plus constipée que d'habitude. Elle a peut-être eu des passages de sel diarrhéique. Elle me dit elle-même qu'elle n'était pas particulièrement inquiète, mais qu'en fait, ça devient vraiment très douloureux et elle a la trouille. Elle a la trouille parce que, à chaque fois que je vois mes patients, je leur rappelle quand même les effets secondaires qui peuvent être plus compliqués, comme la pancréatite ou la cholécystite. Donc je fais ce que je fais pas souvent, mais que je fais quand même de temps en temps quand elle a des douleurs abdominales. Je lui fais un petit bilan sanguin qui est complètement normal. Et notamment là, il ne faut pas les faire, ces tests pancréatiques, tant qu'il n'y a pas de douleur. Parce que des élévations d'amylase lipase sous GLP-1, c'est vraiment courant. Et pour vous dire à quel point c'était un patient qui était sous Ribelsus pour un diabète de type 2. Je ne me souviens plus la dose, 7 ou 14, je ne sais plus. Un type d'une soixantaine d'années. Et je l'avais vu, et non, c'est son médecin traitant. Son médecin traitant lui fait amylase lipase et tombe sur 400. M'envoie le truc en me disant qu'est-ce qu'on fait. J'appelle le patient, il va tout fin bien. Et puis, ben, c'était quand même un peu panique à bord. Donc, je l'ai ramené dardard ici, je l'ai fait prendre en radio, et puis on a fait une IRM du pancréas pour être sûr qu'il n'avait pas une tumeur quelque part, un truc. Et il n'avait rien du tout. Mais rien du tout. Morer l'a regardé vraiment sous toutes les coutures, il n'y avait rien. Donc, on a arrêté le Ribelsus. Les tests pancréatiques ont mis 3 mois à se normaliser. Donc, ça peut monter très très haut avec les GLP-1. Et d'une manière générale, ça peut traîner autour de 100 d'amylase comme ça. Ribellius, c'est du Non, saxenda-perox. c'est maglutide. Ribelsus, c'est le même. C'est le Wegovy. C'est le C'est Wegovy, l'Ozempic. Mais Péros, c'est Péros, ouais. et qui marche aussi bien qu'on. Ah Alors, bon? il marche moins bien sur le diabète et il marche pas du tout sur le poids. Ouais. Pour le diabète, diabète de type 2. Diabète de type 2. Donc, ça peut être vraiment très piégeux d'aller chercher les tests. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous dire, en dehors d'une symptomatologie, franchement, dosez-les pas. Mais quand il y a une symptomatologie, alors on les dose. Et puis elle, je dose tout ça, je la rappelle, je dis, écoutez, moi je ne suis pas trop inquiet. Et juste de lui dire, mais juste de lui dire, en tout cas, ce n'est pas une pancréatite, ah ouais, c'est ce dont j'avais peur. Et en fait, tout était tout à coup une anxiété chez quelqu'un qui va tout bien depuis 2 ans, une anxiété que ces douleurs qu'elle a probablement de temps en temps soient des vraies douleurs problématiques qui devraient lui faire arrêter le traitement. Donc on doit jouer avec ça. Alors, elle, ça a aussi été une histoire assez récente. Donc c'est une dame avec une obésité de stade 2 qui démarre son Wegovy en mars de cette année. Et puis, qui m'écrit ça en mai. Toujours beaucoup d'emails chez moi. Avec les 2 premières doses, j'avais un tout petit peu de reflux, qui est un peu un classique. Je donne volontiers les IPP. Parce que franchement, le reflux, c'est compliqué. Et puis les IPP, je trouve que c'est quand même des super bons médicaments. Mais c'est la seule chose que je donne pour les effets secondaires. Je ne donne pas de Buscopan, je ne donne pas d'Imodium. Je refuse, je me fâche avec les patients. Parce que s'il n'est pas toléré, il n'est pas toléré, ce traitement. Et ça, j'en ai beaucoup discuté avec des collègues qui font beaucoup de GLP-1 et on est tous assez d'accord, on ne va pas commencer à introduire des médicaments contre les effets secondaires, qui auront des effets secondaires, qui vont créer d'autres problèmes. Il faut que ça passe, sinon ça ne vaut pas la peine. Ça, c'est un petit peu mon approche. Ce n'est pas une approche qui est dans les textbooks encore, mais je suis assez résistant à commencer à traiter les effets secondaires. Je leur dis juste, écoutez, levez le pied, essayez de voir comment ça va. Mais les IPP, ça, je donne volontiers. Donc, elle se plaint de reflux acide.
elle se plaint d'avoir très mal à la tête, d'être complètement, dans les vapes et puis d'avoir mal partout. Et elle me demande, comme elle doit partir voyager pour le boulot, elle me demande si c'est OK de rester à 1. Alors je lui dis: «Évidemment, restez à 1». Et puis, elle me rappelle à peu près un mois plus tard, je crois, en me disant que ça va pas mieux. Toujours pareil, du reflux, des problèmes digestifs, mais en plus, elle n'arrive plus à marcher. Je ne comprends pas ce qu'elle me dit. J'arrive plus à marcher, j'arrive plus, je suis faible, et cetera. Donc, ça me paraît assez clair, stop. On a déjà pas mal essayé. OK, pas beaucoup de discussions au téléphone. Je ne sais pas pourquoi, elle se présente à la consultation de suivi et elle est toujours sous 1 milligramme. Elle ne l'a pas arrêté en fait. Elle est toujours sous 1 milligramme, elle est toujours misérable, elle a perdu du poids, pas énormément, hein, elle est un peu à la limite de ce qu'on attend pour quelqu'un qui démarre avec son degré d'obésité, mais elle a perdu du poids et je suis là, je me dis: «Bon, vous avez tellement envie de rester sous traitement, moi je pense que le Wegovy, il faut vraiment l'arrêter, il vous pourrit la vie». Mais on peut éventuellement demander le Mounjaro. Vous avez je crois que j'ai appuyé par erreur sur le truc. Vous avez, une assurance internationale qui devrait rembourser le Tirzepatide. Je demande? Ah non, 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 non. Non, non, non. Je voulais tirer jusqu'à aujourd'hui pour que vous voyiez que j'ai réussi à faire le traitement comme vous m'avez dit et que j'ai perdu du poids, mais là j'arrête. Donc c'est des relations thérapeutiques très complexes, mais très, très complexes. C'est vraiment une maladie complexe, hein, c'est une maladie chronique complexe multifactorielle récidivante, ça coche vraiment toutes les cases. Et donc j'avais en face de moi quelqu'un qui voulait juste me montrer que oui, elle avait réussi à faire le traitement, mais que là, elle n'en peut plus et que vraiment, elle est au bout de sa vie et qu'elle ne va pas continuer. Ça, c'était un monsieur. Pardon? Enfin, un homme. Il y en a alors de plus en plus. Vous savez il y avait dans les consultations d'obésité 8 femmes pour 2 hommes, alors que l'obésité est une maladie à prédominance masculine. Ça, c'est un des grands mystères dans ce domaine-là. Pourquoi les hommes ne viennent pas consulter? Alors, il y a plein d'hypothèses, on ne sait pas vraiment, mais il y a quand même une pression sociale sur la femme, hein, une pression d'image qui est claire, qui fait que les hommes ne viennent pas. C'est en train de changer. Je commence à avoir de plus en plus d'hommes à ma consultation. Ici, on fait une fois par mois la séance d'information pour les patients candidats à une chirurgie bariatrique. On a 10-12 patients qui viennent accompagner, qui sont autour de cette table. Et puis, il y a les chirurgiens, une diététicienne, une psychologue, puis on discute. Et il y a 10 ans, c'est avec des femmes. Aujourd'hui, c'est assez souvent 50-50. Bref, anecdote. Donc lui, il démarre et il me fait ce mail en disant: «Voilà, je suis à 1 milligramme, mais je suis vraiment fatigué». Et il me demande s'il peut rester à 1 milligramme. Alors je lui dis: «Évidemment, vous pouvez rester à 1 milligramme». De nouveau, le principe, la bonne dose, c'est la dose tolérée et qui éventuellement induit une perte de poids. Et puis je lui rappelle, parce que je vois venir que ça va être compliqué avec lui, je lui rappelle que près de 10 des patients arrêtent le traitement, en raison notamment de ce genre d'effets secondaires qui peuvent devenir intolérables. Avant que j'ai eu le temps de le revoir, moi je le revois pour son contrôle à 7 semaines, où il avait perdu 9 kilos, hein, donc plutôt pas mal. Mais il me dit, peu de temps après que je vous ai appelé, je suis passé aux urgences. Et il avait un cœur qui battait à 120. Et vous lui avez fait, quelqu'un parmi vous lui a fait plein de bilans, tout était bien. Puis on s'est dit, OK, il a probablement un petit état viral et ça va passer. Personnellement, alors il faut savoir que c'est un peu tachycardisant le Wegovy. Oups, je suis en train de taper sur mon micro, désolé ceux qui m'ont. C'est un peu tachycardisant le Wegovy. Et j'ai des patients qui ont arrêté pour des crises de tachycardie, clairement stimulés par le Wegovy, mais c'est en général pas un problème. C'est vraiment rare que ce soit un problème. Je pense que c'était quand même un effet secondaire du Wegovy. Et puis il continue à signaler cette fatigue extrêmement intense qui lui pourrit la vie, qui l'inquiète énormément, mais il va continuer. Il va continuer. Faire arrêter un traitement qui a l'air de fonctionner, c'est très, très compliqué.
J'ai un patient que je n'ai pas mis là, il a des diarrhées incoercibles 48 heures après chaque injection. Comment a-t-il réglé ce problème? Il s'injecte le vendredi soir et il passe le week-end cloîtré chez lui. Je lui dis: «Mais c'est pas possible, vous bouffez toute votre vie sociale». «Ah, c'est mon choix, moi je veux perdre du poids». Donc ça va dans des niveaux d'adaptation qui sont assez interpellants, je trouve. Celui-là, je vais le passer, je vais vous montrer le dernier. Ah bah, c'était le dernier. Alors je reviens. Ouais, il est pas intéressant, je passe. Qu'est-ce que devient la bariatrie? Et je vous avais dit que je voulais le faire. Que devient la bariatrie avec l'avènement des agonistes du GLP-1? Alors ça, c'est une petite étude qui a été publiée l'an dernier. Ils ont étudié 17 millions, c'est une étude américaine, 17 millions de patients assurés, et ils ont regardé les prescriptions dans les recommandations médicales, hein, parce qu'aux États-Unis, c'est... Et puis, voilà l'augmentation des prescriptions depuis 2022 jusqu'à la fin 2023. Ça, c'est en prescription par 1000 patients, l'augmentation des prescriptions dans leur database. Alors que la chirurgie bariatrique est complètement plate. Alors ça, c'est vraiment pour l'instant. Mais le chiffre que je vais vous montrer, c'est ni celui-ci ni celui-là. Il y a des rapports anecdotiques qui disent qu'il y a des centres de chirurgie qui ont fermé à cause des GLP-1. Euh, le chiffre que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est celui-ci. 1 million, si j'arrive à... Voilà, 1,5 million. Dans leur base de données de 17 millions de patients, ils ont trouvé 81 000 patients qui avaient eu une prescription d'agoniste du GLP-1, 5 000 et quelques patients qui avaient eu une chirurgie bariatrique, et il reste 1,5 million de patients dont on ne s'est pas occupé. Et c'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. C'est plus de 6% plus de 94% des patients, j'arrive pas à avoir ma flèche, ne sont pour l'instant pas pris en charge dans cette maladie. Donc il faut arrêter, juste basé sur ce chiffre, je crois que pour moi c'est le chiffre absolu. Il faut arrêter de dire est-ce que c'est mieux la chirurgie, est-ce que c'est mieux... Les deux sont là, on doit apprendre à travailler avec les deux. Nous, ce qu'on fait beaucoup, on en parlait hier avec Heineke et Mejvan, comme on a une limitation à 50 d'IMC pour l'opération à la tour, et qu'on a pas mal de patients qui ont des obésités super sévères, mais qui sont par ailleurs en bonne forme, qu'on se dit, mais eux, on pourrait les opérer ici sans prendre de risques. Moi, je leur dis, êtes-vous prêts à payer une année de traitement ou 6 mois de traitement? Ils sont prêts à payer. On leur fait perdre 15 kilos avec le Wegovy. Ce serait presque, c'est pas futile, mais disons que c'est pas franchement utile de faire perdre 15 kilos à quelqu'un qui en pèse 140, mais on le fait repasser en dessous de la barre des 50 d'IMC et après on les opère. Et c'est un truc qui marche vachement bien, qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc on doit apprendre à les utiliser ensemble, ces médicaments, avec en tête quels sont les objectifs moyens qu'on peut imaginer atteindre. Avec les prises en charge conservatrices, quand on a 10% de perte de poids, c'est bien. Avec les nouveaux agonistes, autour de 20%. Et puis la chirurgie, c'est quand même plus de 30%. Et c'est surtout, une perte de poids beaucoup plus durable. Les reprises de poids après chirurgie, ça existe. 15-20%, c'est pas zéro. Mais enfin, par rapport à ce que je vous ai montré, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, je pense que n'opposez pas les deux, mais réfléchissez en vous disant que maintenant, dans des centres interdisciplinaires, on doit réfléchir quelle est la meilleure, à quel moment dans la trajectoire du patient. Voilà, je m'arrête.